Bonjour à tous. Attends un peu. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Casa Foot, votre podcast balado-diffusion ou, si vous préférez, bien entendu, vidéo-diffusion qui concerne la Bundesliga et le football allemand en français. C'est avec plaisir que je retrouve mon collaborateur David Lortolari, le Kaiser en chef, qui a certainement beaucoup de choses à dire parce que vous l'aurez compris, on s'est fait taquiner par rapport à notre dernière émission, en particulier concernant le Bayern Munich. Et c'est pas mal cela dont on va discuter, c'est-à-dire cette actualité un peu surprenante qui nous est tombée dessus au cours du dernier mois. Et avec le recul, je suis certain qu'il a hâte d'en parler. Allô, Frenda, comment ça va? Salut Mathieu, allô, salut à tous. Ouais, on a été brutalisé, brusqué, surpris forcément, comme 99,9% des confrères, des médias, peut-être sans doute des supporters aussi, de ce qui s'est passé, la précipitation au Bayern dans ce deuxième, troisième tiers de saison maintenant qu'on attaque. Surpris, beaucoup d'événements qui ressemblent pas au canon de ce club, une sensation d'un peu de précipitation, on va développer un peu sur ça. Mais Mathieu, je suis sur la constante de notre saison. C'est très intéressant en haut parce que le Bayern n'a pas de marge dans le championnat d'Allemagne. C'est très intéressant en bas parce qu'il y a eu des mouvements assez puissants avec des clubs comme Hoffenheim, comme Schalke, comme Stuttgart. Il y a eu plein de choses qui se sont passées aussi et on aura un suspense énorme jusqu'en fin de saison. Et puis, des histoires aussi très sympathiques qu'on peut évoquer par-ci, par-là sur les ambitions européennes de certaines, entre guillemets, grosses écuries. Ça, c'est le championnat. En Coupe d'Europe, quelques déceptions. On en a déjà parlé précédemment. Il nous reste néanmoins un concurrent, Mathieu, à l'heure où nous parlons, le Bayer Leverkusen, qui est qualifié toujours dans la Ligue Europa. Donc, ça nous fait beaucoup de choses très sympathiques à discuter, sur lesquelles échanger. Et puis, on attend les réactions, évidemment, de nos fidèles. Effectivement. On va en parler un petit peu plus tard du Bayer Leverkusen, dernier élément encore en vie dans les compétitions européennes. Et ce n'est pas rien. Ce qui confirme ce qu'on avait annoncé quand même il y a de ça plusieurs mois, c'est que cette équipe-là avait la capacité si on veut, de reprendre du collier ou plutôt de retrouver son vrai niveau. Parce qu'on se rappelle que le début de saison avait été particulièrement difficile pour cette formation, que moi j'apprécie beaucoup en Allemagne, que j'aime bien suivre. Et finalement, le retour de Florian Wirtz, mais aussi la révélation d'un joueur dont je sais que tu vas nous parler un peu plus tard, a probablement contribué. Ainsi que probablement, je dirais, le début de maîtrise de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso, qui est en train de mettre la formation en sa main, c'est probablement aussi un des éléments d'explication sur cette résurrection, puisque là, Pâques est terminé, cette résurrection du Bayer Leverkusen qui remonte aussi au classement. Hein, c'est pas juste en Europe que ça va bien pour cette formation. Mais l'actualité est à ce qu'elle est, et tu as remarqué que j'en ai perdu mes mots d'entrée de jeu parce que j'ai été le premier à être tombé en bas de ma chaise quand, une semaine après notre dernier épisode, alors qu'on croyait que la confiance de la direction envers Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, était assurée, que l'équipe semblait avoir trouvé son élan aussi dans les résultats, dans le jeu, que ce soit en Ligue des Champions et même d'une certaine manière en Bundesliga. On était toujours au plus fort de la lutte avec le Borussia Dortmund dans la course au titre. Coup de théâtre, donc, une semaine après, on apprend que Julian Nagelsmann est congédié et remplacé par Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Chelsea. Ce qui a eu de quoi, disons, nous surprendre tous. Et d'ailleurs, à micro fermé, tu m'as dit que toi-même, tu as été parmi les premiers surpris aussi. Bien sûr. Bref, ça a surpris tout le monde. Ça a été un véritable tremblement de terre dans l'écosystème du football allemand et même européen. Alors, on va commencer par ça, avec cette première question. Après ça, on va enchaîner avec la suite parce que je ne veux pas qu'on parle tout de suite des performances du Bayern sous Tuchel. Tout de suite, je veux qu'on parle là spécifiquement de ce qui s'est passé. Comment on explique ce revirement de Kazakh, si je peux le dire comme ça, de la direction du Bayern Munich? Alors que, justement, on n'avait pas dit n'importe quoi lors de la dernière émission. La direction semblait appuyer le nouvel entraîneur. Et en plus, je reviens à un de tes arguments, on l'avait signé à long terme, cet entraîneur-là. Donc, le congédier, ça impliquait de, mettons, payer beaucoup d'argent parce qu'à un moment donné, quand on congédie un entraîneur, il faut payer jusqu'à la fin du contrat. Et c'était un assez lourd contrat qu'on lui avait octroyé. Donc, on avait confiance aussi un peu plus sur le long terme. On avait peut-être cette volonté-là.
Et là, tout à coup, on a Totalement. renoncé à tout ça, on l'a bazardé, si je puis dire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je sais que j'ai entendu des échos qu'il y a certains joueurs qui se seraient plaints, quoique je vais peut-être avoir une sous-question par rapport à ça. Il y avait aussi peut-être qu'on croyait que la volonté en compétition européenne ou dans la Coupe d'Allemagne, c'était peut-être moins bruyant qu'autrefois, alors que le Bayern Munich est censé avoir toujours des ambitions. C'est ce qu'on entend en surface. Mais maintenant, avec le recul, David, comment on explique ce qui a pu se passer et quelles sont, disons, là, un peu, là, si on gratte sous la surface, les raisons qui expliquent cette surprenante décision de la part de la direction du Bayern? Alors nous, on est toujours dans des hypothèses à partir d'éléments, de faits, de ressentis, de constats. Peut-être qu'il faut qu'on soit quand même assez premier degré, assez modeste dans un premier temps, Mathieu, et se dire que, vous savez, j'ai cet épisode, ça va vous paraître caricatural, mais ça va au moins nous faire rire pour démarrer. J'ai cet épisode en mémoire, il le raconte d'ailleurs dans les biographies qui lui sont consacrées, notamment celle de Martí Perarnau. Josep Guardiola avait expliqué que il fallait pas donner trop de consignes à la fois à Franck Ribéry pour qu'il soit au top, pour qu'il soit performant, pour qu'il se pose pas de questions, pour qu'il fasse des différences. Sous-entendu, ça sert à rien de bourrer le cerveau des joueurs sur le terrain avec des tactiques premier plan A, plan B, plan C, plan Z, plan je sais pas quoi. Et il ne faut pas oublier que le football, ça doit être un jeu instinctif, ça doit être un jeu où les joueurs à ce niveau-là, quand même, qui sont très très bons, individuellement, techniquement en général, quand même, il faut bien être conscient de ça, sont les rois sur le terrain par définition, c'est eux qui cavalent, sont eux qui font circuler le ballon. Donc on peut avoir tout un tas de techniques, de tactiques, de ce qu'on veut. Oui, d'accord, c'est un jeu d'échecs. Oui, d'accord, les entraîneurs sont au premier plan. Oui, d'accord. Mais c'est le joueur quand même sur le terrain qui fait qui allume l'étincelle. Et je crois qu'il faut garder cette scène à l'esprit et cette surprise de Guardiola qui redescendait un peu au niveau du joueur en constatant qu'un Ribéry, sans doute que c'était vrai aussi pour un Robben, et ça serait vrai pour un Leroy Sané ou pour un Serge Gnabry aujourd'hui, on doit leur laisser l'instinct pour démarrer leur savoir-faire quand ils sont sur le terrain au coup d'envoi. Et j'ai l'impression que l'une des raisons à ne pas négliger du divorce avec Julian Nagelsmann, c'est que Nagelsmann, qui est un petit génie du coaching, comme quelques autres, on a les noms à l'esprit, pas seulement en Allemagne, des jeunes entraîneurs qui sont très bons, qui ont plein de connaissances, qui sont en avance sur tout ce qui accompagne l'entraînement pur et simple. On ne remet surtout pas en cause leur qualité technique, leurs compétences techniques, tactiques, mais simplement, il faut que l'effectif suive. Il faut que les joueurs adhèrent à un message, peut-être à 2 ou 3 messages différents, mais pas 50 à la fois non plus. Et on a la sensation que parmi les raisons qui ont fait que les dirigeants n'ont finalement pas été convaincus que ça pouvait continuer avec Nagelsmann et qu'on pouvait basculer dans une vraiment très bonne saison, il doit y avoir peut-être ça. Nagelsmann a fait des schémas tactiques compliqués, quand j'ai le ballon, quand j'ai pas le ballon, quand l'adversaire est positionné là, etc., etc. Et peut-être que, je suis peut-être un peu naïf, mais moi je me dis, c'est peut-être une des raisons. C'est-à-dire que on avait besoin de revenir à des choses dont Nagelsmann n'est pas forcément toujours capable aujourd'hui parce que c'est un jeune entraîneur encore un peu foufou. C'est-à-dire quelque chose de simple. Du Jupp Heynckes, du Otmar Hitzfeld et les grands noms qui ont réussi avec le Bayern avec des systèmes très classiques en fait. Un attaquant de pointe. Ah tiens, a-t-on un bon attaquant de pointe aujourd'hui au Bayern? Une question entre parenthèses, on y reviendra forcément. 4 défenseurs, un bon gardien, un milieu de terrain dominateur, etc. Voilà, des ingrédients simples et peut-être que Nagelsmann a voulu, avec sa grosse machine, avec sa grosse Ferrari, allez on va dire sa grosse Mercedes, non, Mercedes, c'est Stuttgart. Sa grosse BMW à Munich. On a cité quelques marques, donc Ouais. on est bien. On va pas se Euh, tromper de commanditaire, là, s'il vous plaît. bon, mais voilà, tu vois, je voulais qu'on insiste là-dessus en premier plan parce que c'est peut-être une raison qu'on a évacuée un peu vite. Les dirigeants n'ont pas eu la sensation que le discours, peut-être un peu emberlificoté de Nagelsmann, un peu jus de crâne,
ne passe pas très bien. Et peut-être que certains joueurs, à ce sujet, j'étais pas dans les vestiaires, j'étais pas dans les couloirs du centre d'entraînement, se sont exprimés pour dire « Oh, nous, on voudrait quelque chose de plus simple ». C'est une possibilité. C'est ce qu'un Ribéry aurait pu exprimer. Je suis pas en train de dire que c'est un Benet. Je suis en train de dire qu'on doit laisser à ces joueurs-là de l'instinctif, n'est-ce pas? Et il y a plein de joueurs qui ont besoin de ça. Alphonso Davies est brillant quand on le laisse improviser. Les joueurs qu'on a cités, Sané, Gnabry, Moussiala, peut-être le jeune Ta aussi, même peut-être Choupo-Moting, qui sont aussi des solistes. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas altruistes, mais ont besoin qu'on les laisse libres sur le pré. Bon, ça a peut-être été quelque chose dont Nagelsmann pourra se souvenir dans ses prochaines missions en se disant que les très grands joueurs, il faut aussi leur laisser de la liberté. N'est-ce pas? C'est essentiel. Après, il y a plein de choses de raisons qui ont pu circuler. Les dirigeants, à mon avis, se sont quand même plantés sur le timing parce qu'ils ont dit, tiens, on voit que nos objectifs de fin de saison, le triplé, sont mis en danger, donc on va changer. On avait 15 jours de trêve internationale, c'est peut-être le moment. Oui, d'accord. Sauf que les objectifs avec Nagelsmann, ils étaient toujours en route au moment où il a été limogé, au moment où il était écarté. On pouvait encore se qualifier en Coupe d'Allemagne. Ça a été une élimination contre Fribourg au moment où Tourelle venait d'arriver, pas convaincante, du moins pas sur les 90 minutes. En Ligue des Champions, Tourelle n'a pas pu faire de miracle, n'a pas pu réinventer l'équipe. C'était trop court. Ça, on va en reparler. On va en reparler, bien entendu. Et en championnat, on n'a pas avancé d'un pouce. On n'a pas avancé d'un pouce et on bénéficie simplement du fait que RB Leipzig, que les équipes qui sont à la poursuite du trio quatuor de tête n'avancent que modérément et que, bien sûr, surtout le Borussia Dortmund piétine au moment où on attend à ce qu'il cavale. Et donc, le Bayern a toujours son leadership. Mais il est fragile et il est tout aussi fragile qu'avec Nagelsmann. Et je pense que les supporters, 90% d'entre eux, espèrent évidemment qu'on ait le titre national en fin de saison, mais sont déjà en train de rêver à une saison prochaine où Tourelle aura la main, où il aura fait venir peut-être 2 ou 3 recrues correspondant à ses désirs. Et j'ai peur, en résumé, Mathieu, je n'ai pas donné forcément toutes les raisons qu'on peut avancer pour expliquer les événements récents, mais j'ai peur que pour la saison en cours, ça se termine pas mieux que ça ne se serait terminé avec Nagelsmann. Ce serait même peut-être pire, puisqu'il y a le hors-terrain, ce qu'on appelle l'extra-sportif, qui est là et qui est bien là, qui a plombé un peu les choses. Il y a aussi la direction qui n'a pas pris la mesure de l'institution encore. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. On ne remplace pas Uli Hoeneß en 6 mois. On ne remplace pas Karl-Heinz Rummenigge et ses discours de banquet d'après-match comme ça en claquant des doigts. Et on en est même aujourd'hui, vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux, vous avez vu un peu les articles et les suggestions de certains confrères, on en est même à imaginer qu'Oliver Kahn cède son trône, son pouvoir à quelqu'un d'autre. Soit parce que... J'ai vu aussi Karl-Heinz Oui, Rummenigge aussi, non, Salihamidzic, pardon, lui aussi se fait très, très critiquer. On bien lui dit sûr. de quitter son poste. Son poste serait mis en danger aussi, là. Parce qu'on en est arrivé au stade où on ne peut pas seulement taper sur les joueurs sont évidemment responsables de leur contre-performance, bien sûr, parce qu'il faut assumer le statut au Bayern. Oliver Kahn l'a dit d'ailleurs, on est au Bayern, on doit gagner, d'accord, mais la direction doit faire aussi des bons choix. Est-ce que l'effectif est équilibré? On pourrait reparler de ça peut-être en fin de saison. Est-ce qu'il ne manque pas des milieux défensifs comment on appelle ça, de besogneux, comme on a pu en avoir dans ce club par le passé, qui sont des joueurs essentiels? Est-ce qu'on ne manque pas d'avant-centre pour soulager le travail de Choupo-Moting? Est-ce qu'on ne s'est pas illusionné en faisant croire que Gnabry plus Sané plus Sadio Mané plus Choupo-Moting, ça allait faire les 4 additionnés un avant-centre? On s'aperçoit que c'est pas si simple. Donc on doit remettre en question la direction sportive. Salihamidzic doit sans doute travailler encore pour les recrues de court terme et de moyen terme. Et ces gens-là, naturellement, doivent répondre de résultats, sinon encore moyens, du moins problématiques, parce que le Bayern n'est pas encore champion et il est éliminé désormais des 2 coupes auxquelles il participait.
Oui. Et là, je pense que dans ton argument, moi, je retiens surtout l'aspect timing. On peut, à la rigueur, dire, bon, Nagelsmann ne convient pas, mais pourquoi, comme ça, à la pause internationale, en pensant qu'en allant chercher Tourelle, on va réussir à faire comme Chelsea, à virer le bateau, qui allait pourtant, affrontait pas une tempête à ce moment-là. Et moi, je me dis, on va chercher Nagelsmann, mais si on le signe à long terme, c'est qu'on veut construire quelque chose à long terme. Alors, est-ce qu'on aurait dû peut-être laisser le temps aussi à l'entraîneur de mieux écouter ses joueurs aussi? Un jeune entraîneur est capable aussi de faire ça. On aurait peut-être dû être un peu plus patient aussi par rapport à ça. Là, on a semblé tout simplement réagir. Moi, c'est là-dessus que je suis étonné. On a semblé avoir une vision un peu plus court-termiste au sein du Bayern de Munich. Et ça rajoute peut-être à la critique qu'on fait en ce moment sur les décisions par rapport à la direction présente. Et tu l'as dit, on ne remplace pas des Lyonnais, c'est des Karl-Heinz Rummenigge qui ont beaucoup d'années d'expérience dans le carafon, comme ça. Là, Oliver Kahn et Salihamidzic sont sur la sellette. Il y a certains joueurs qui le sont aussi. Mais là, Thomas Tuchel, attention, là, même si on va lui donner une chance l'année prochaine, il joue gros parce que, à l'exception du classiqueur contre Dortmund, mais n'eût été de la gaffe de Kobel qui a donné le but d'ouverture, probablement qu'on aurait eu un vrai match, parce qu'on avait un vrai match avant ça. Tout ce qui s'en est suivi après, on avait l'impression au contraire que le Bayern a perdu quelques-uns de ses repères et que justement les problèmes systémiques qu'il y avait dans l'effectif cette saison, que Nagelsmann, les changements tactiques de Nagelsmann, c'est pas vrai que ça a été un échec. Moi, son système de défense à 3, ça a montré que ça pouvait marcher par moment aussi. Donc, les joueurs, parfois, sont capables d'assimiler certaines informations. Tu parlais d'Alfonso Davies tantôt. Oui, il aime être libre et être un feu follet, mais il faut aussi bien l'encadrer parce que si tu le laisses trop aller librement, il a tendance à manger le ballon et à bouffer la feuille de statistiques et là, on le perd. Donc, c'est un savant équilibre, hein, tout ça. Et donc, d'ailleurs, depuis que Thomas Tuchel est arrivé, bon, il a pris des décisions, mais là, on a vu que après la victoire au Classica, on est vite redescendu du rêve et des nuages, je peux dire, parce qu'on a enchaîné avec des matchs nuls, notamment contre Hoffenheim, qui est une équipe en difficulté. Match nul à la maison, je le rappelle, mais surtout une élimination en Ligue des Champions contre Manchester City et Pep Guardiola, dont on sait que Tourelle est un grand admirateur. Les deux hommes se sont souvent allés au restaurant faire des petits matchs tactiques. Hein? On refait le match, comme on dit chez vous. Bref, il y a un certain respect entre les deux. Mais là, force est de reconnaître que Manchester City a été plus fort. Et on a senti que même quand le Bayern avait ses moments forts et ses moments de domination, on voyait qu'il y a quelque chose qui clochait puis qu'il y avait que les manques dont on a parlé, tu parlais de l'avant-centre, entre autres, ça a ressorti. Et curieusement, il y a aussi des joueurs qui ont commencé à gravir les échelons, si on veut, à confirmer leur marge de progression sur Nagelsmann, qui ont baissé tout d'un coup. Je pense à Dario Upamecano. Nagelsmann aimait beaucoup ce défenseur, le défendait publiquement et il avait beaucoup progressé sous sa direction. Depuis que Tourelle est arrivé, on a senti que le défenseur est revenu à ses anciens travers. Je ne lui jette pas tout le blâme, là, attention. Mais il a mal paru dans le quart de finale contre Manchester City. Mais il n'y a pas que lui qui a mal paru. Il y a un autre joueur, mais lui, par contre, ça fait longtemps que j'en parle. Je pense à Leroy Sané. Faudrait peut-être lui donner des cibles à viser. Parce qu'à chaque fois qu'il tire au but, il rate le cadre. Et le peu de fois qu'il menace le but adverse, ça n'aboutit souvent à rien. Et c'est l'exemple du joueur qui était étiqueté comme étant super prometteur, mais qui ne confirme pas ou qui n'arrive pas à franchir le palier qu'on s'attend de lui. Et j'en reviens ensuite à l'absence d'avant-centre. On a beaucoup d'alliés. On a beaucoup d'alliés, mais qui ne sont pas constants. On a même Gnabry qui est un peu en deçà de ses performances habituelles. Kingsley Coman, il peut être explosif, mais ne confirme pas à force d'être blessé à répétition. Ou bien, oui, il est menaçant, mais il manque toujours le réalisme à la fin. Mais on a quand même ces éléments-là sur les flancs. Mais après, il manque quelque chose. Et même Jamal Musiala, qui est aussi un talent en progression et qu'on a vu à la Coupe du Monde, comme n'a pas digéré sa Coupe du Monde, justement, Mathieu. Et oui. Hein? Et oui. Il n'a pas digéré encore sa Coupe du Monde. C'est ça. On a l'impression que son retour de la Coupe du Monde, l'expérience, hein, c'est plus difficile. Et justement, dans la Ligue des Champions, ça a été compliqué pour lui. Lui est encore très jeune, alors je ne veux pas non plus lui jeter la pierre. Alors c'est clair qu'il y a un travail en amont qui n'a pas été fait. Et ça, c'est un peu
à la décharge de Nagelsmann, dans le fond, parce que Nagelsmann a travaillé avec ces éléments-là, mais il a semblé vouloir essayer de construire quelque chose, tout ça, et là, on jette ça à la poubelle pendant la saison, plutôt que d'attendre peut-être l'entre-saison, hein, dépendamment si on avait perdu le titre à l'arrivée. On aurait eu une bonne excuse. Et là, c'est là-dessus que j'en viens. Et là, ma prochaine question, c'est que qu'est-ce qui va rester à Thomas Tuchel à digérer d'ici la fin de la saison? Parce que là, on voit qu'il y a des manques dans l'effectif et qu'il y a la possibilité que tout s'effondre d'ici la fin de la saison. Et ça, malgré le fait que le Bayern continue d'enchaîner une séquence sans défaite à la maison. Ils ont fait match nul dans le match retour contre Manchester City. Ils ont réussi à sauver l'honneur grâce à un penalty. Là. Et on ne parlera pas de l'arbitrage. Là. Ça ne me tente pas de parler de ça parce que l'arbitrage a été mauvais pour les deux clubs dans ce match-là, le match retour. Là. Donc, je ne veux pas revenir spécifiquement là-dessus. Moi, je veux revenir sur ce que Thomas Tuchel doit travailler avec les joueurs en place parce que, justement, en conférence de presse, quand tu jettes Dario Upamecano un peu sur l'autobus, on se dit « Ah oui, il a la qualité d'être franc du collier et tout ça, mais d'un autre côté, il y a le revers de la médaille. C'est que tu risques de perdre ton joueur. À moins qu'évidemment, tu lui parles en privé dans le vestiaire, là, mais à un moment donné, si tu veux que tes joueurs embarquent avec toi, assure-toi dans les critiques de faire attention médiatiquement comment tu t'exprimes. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième, c'est qu'il va falloir qu'il arrive peut-être à mieux expliquer aux joueurs ce qu'il attend d'eux, parce que ça aussi, c'est un problème quand tu vas changer d'entraîneur pendant une saison, c'est que l'entraîneur va imposer ses idées, qui sont parfois différentes de l'entraîneur précédent qui a travaillé plusieurs mois avec ces joueurs-là. Alors là, il faut retrouver des points de repère et on sent qu'il y a des joueurs qui les ont perdus. Et là-dedans, il y en avait qui ne les avaient pas complètement trouvés non plus ou qui tardent à se développer, comme je le disais. Alors là, c'est quoi la suite des choses pour Thomas Tuchel d'ici la fin de la saison? Et aussi, la réflexion en profondeur là, au niveau de la direction sur le recrutement, là, sur quoi qu'on cible pour la prochaine saison. Là. Je sais que tu as évoqué ça dans la question précédente, mais là, spécifiquement, là, c'est quoi les prochains objectifs? Là? Alors, Tourelle a joué beaucoup sur le côté rassurant, sur le côté bienveillant. Ça a surpris d'ailleurs, parce qu'au Bayern, on aime bien faire de l'éclat, on aime bien fracasser un peu le mobilier. Enfin, le mobilier, non, la structure. C'est encore plus surprenant, sachant que Thomas Tuchel, en conférence de presse, il peut être très dur. On l'a dit, je l'ai dit tantôt, il peut être aussi dur même que le Bayern peut être. Il faut avoir à l'esprit, un élément très important. Les dirigeants bavarois ont misé sur le surdoué Nagelsmann sur le long terme en prenant un pari. Ils n'ont pas été suffisamment patients pour poursuivre ce pari. Je considère que c'est une erreur. Mais c'est pas nous qui tenons les cordons de la bourse d'un club de pointe. Mais donc, ok, ils ont fait ce pari, ils ont décidé de l'arrêter et ils ont fait venir l'entraîneur qu'ils considèrent, alors déjà qui était disponible et alléché à l'idée de venir entraîner le Bayern. Tuchel a expliqué dans la conférence de presse de son arrivée à quel point il avait une attache sentimentale avec la Bavière, et pour le coup, ça n'est pas artificiel, c'est réel. Mais est-ce que c'est vrai aussi que le Bayern avait peur de le perdre au sein d'une autre équipe? C'est une rumeur qui a circulé. Tout à fait. Salihamidzic l'a confirmé. Je l'ai entendu encore il y a quelques heures. Un journaliste l'a questionné sur ce point et il a laissé 2-3 secondes de silence en répondant oui, ça a fait partie de notre réflexion. Ce qui ne veut pas dire de la précipitation, ça veut dire de l'opportunisme pour le coup. Mais à partir du moment où ils avaient décidé de changer, mais je pense que ça a influencé. Parce que Tuchel est considéré par les dirigeants du Bayern comme l'entraîneur allemand de référence si on laisse Klopp de côté en Angleterre. Mais en même temps, moi, je me dis qu'ils auraient pu l'avoir un peu plus tard aussi, parce que la durée de vie des entraîneurs au sein des équipes étant relativement très courte. C'est vrai. Je suis persuadé qu'il aurait abouti au Bayern d'une façon ou d'une autre. Alors, moi, de mon côté, je me questionne un peu sur la précipitation, mais je peux comprendre qu'il y avait la fenêtre d'opportunité, mais ça vient peut-être confirmer qu'on a réagi plus par émotion que par rationalité. Mais ça, c'est moi qui pense ça. Là. Ouais, mais puis concrètement, on s'aperçoit que c'est pas très bien joué, puisque alors après, il reste 4, 5, 6 matchs avant la fin de saison, donc on peut avoir une belle impression sur la fin de saison. Tuchel va peut-être arriver quand même à emballer son équipe, surtout sur la scène nationale. Même si pour l'instant on n'a pas vu encore quelque chose de flamboyant, quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire. Le 1-1 contre Hoffenheim n'était pas hyper rassurant. Mais je pense que concrètement c'est paradoxal parce qu'on a l'impression qu'on a engagé Tuchel pour qu'il ait le temps de construire son équipe, entre guillemets, pour la saison qui vient. Avec Manuel Neuer,
qu'on espère de retour. Ça va questionner évidemment la hiérarchie avec Zomer, puisque Zomer a quand même été engagé pour plus de cette demi-saison. Faut pas oublier que Neuer, son attitude là, avec le ski et tout ça, est-ce que la direction du Bayern va vouloir continuer avec lui alors qu'il est Oui, plus près de la fin de carrière que du début oui, de carrière? Là? oui, mais on est dans ces clubs un peu comme le Milan AC aussi, où on aime bien malgré tout, même si c'est sur des courtes périodes, on l'avait vu, j'avais discuté moi personnellement sur le sujet avec Uli Hoeneß sur Ribéry. Ah, quand on a passé un certain âge, je ne sais pas si c'est 32, 33, on ne prolonge que pour un an. Mais En, c'est malgré tout une forme de fidélité. ouais, ouais. Je En pense que même temps, Franck Ribéry n'a pas fait vraiment de bêtises de oui, ce niveau-là, c'est vrai, si on veut, ou de déclarations parfois. En tout cas, c'est vrai. bref. Euh, on peut reprocher des choses à Ribéry, mais pas ça, je C'est dirais. vrai, c'est vrai. Mais ce sera une vraie question compliquée pour les mois qui viennent et pour basculer vers le mois d'août, la nouvelle saison, ce sera une question. Le gardien, c'est essentiel. Jan Sommer est un très bon gardien international. Ce n'est pas un crack qui restera dans les livres d'histoire de manière, enfin, dans le haut du panier. C'est pas Yashin, c'est pas Dinosov, c'est pas Manuel Neuer. Et la comparaison, malheureusement, elle est rappelée, martelée toutes les semaines. Et donc ça, évidemment, c'est une question, on ne remplace pas Manuel Neuer comme ça, je veux dire, d'égal à égal. Ça, c'est un problème. La défense, on peut éventuellement mettre en chantier si on veut, même si Pavard a pris ses responsabilités. Matthijs de Ligt a pris ses responsabilités. C'est l'un des meilleurs dans l'état d'esprit aussi sur les dernières semaines. Tout ça est une satisfaction. Upamecano a raté effectivement quelques scènes qui nous ont sauté aux yeux, tu l'as très bien dit, contre Manchester City, mais il a quand même installé un vrai statut. Moi, je le défendrai sans problème, sportivement, avec le Bayern. Alphonso Davies, s'il retrouve, allez, on va dire qu'il est peut-être aujourd'hui à 80%, s'il rebascule à 10% de plus sur son potentiel, est tout à fait excellent. Devant, une question qui va se poser, évidemment pour les responsables, mais ils ont déjà répondu en partie, c'est le milieu de terrain défensif. On fait venir la saison prochaine Konrad Leimer du RB Leipzig, qui est un joueur qui a un énorme volume de jeu. Et même si les supporters sont frustrés en disant il n'est pas assez bon pour le Bayern, moi je suis persuadé qu'il y a besoin de ce genre de joueur. En même temps, Sabit, ça m'étonne parce que ça renvoie à quelque chose que j'avais souvent questionné, l'importance d'un milieu défensif exactement. avec un volume de jeu pour récupérer des ballons. Ouais. Tu m'avais dit, ah, on croit que c'est pas essentiel. Là, tout à coup, on change d'avis du côté Oui, du Bayern tout à coup. Là, hein? et c'était peut-être l'une des erreurs de Nagelsmann de ne pas faire du tout confiance à Sabitzer, qui pourtant avait donné satisfaction au début quand il y avait besoin de lui parce qu'il manquait des joueurs. Il est parti maintenant vers l'Angleterre et il a été tellement, pas traumatisé, le mot serait trop fort, mais il a été tellement déçu du traitement qui lui a été accordé au Bayern qu'il aimerait désormais rester en Angleterre. Ryan Gravenberch, plus jeune, Oui. c'est pareil. Il va falloir aussi On que l'a très lui, peu vu, puis c'est très dommage peu aussi. vu, c'était des choix de Nagelsmann qu'on peut remettre en question. Donc ce chantier du milieu axial, puis après ça se passe évidemment devant. On est obligé aujourd'hui, et les grands journalistes sérieux le font en Allemagne en ce moment même, de remettre en question la valeur ajoutée, pas individuelle, mais ajoutée collectivement, de Leroy Sané, de Serge Gnabry, de Sadio Mané. Où en est Sadio Mané? Mystère. De Eric Maxime Choupo-Moting qui a marqué sa douzaine de buts, qui peut peut-être en arriver à 15 et qui aura un score très honorable sur le plan individuel en fin de saison. Mais pour le Bayern, on veut plus, on veut du Osimhen, on veut du Kolo Muani, on veut peut-être, c'est plus anecdotique parce que ça paraît improbable, mais quelqu'un qui, comme Füllkrug, domine le classement des buteurs. Bon, ce Et sont des noms. puis ça m'amène vite, hein, on peut répondre à la question que j'avais en tête tout de suite. Marcus Thuram, il va être libre comme l'air. Pourquoi pas lui? Bien sûr, c'est sérieux de dire ça. Bien sûr, ça va dépendre du désir du joueur de rester dans ce championnat ou non, bien entendu. Ou j'aurais Euh, bien avec. Moi, j'ai toujours proposé ce nom-là. Moi, je trouve qu'il cadrerait bien. Jonathan David. et il y a ça, effectivement. Et puis il y a aussi la filière interne. Il y a quelques très bons jeunes que Tourelle serait bien indiqué de valoriser très vite. Le Mais moi, jeune je sens que Ibrahimovic, Matistel n'est pas encore prêt à être un titulaire indiscutable. on est d'accord. On le voit. C'est un bon substitut. Il est encore très jeune. Mais c'est pas encore un titulaire indiscutable. C'est Bon, pas un. C'est pas un Youssoufa Moukoko ou même un Kylian Mbappé. Là. Il n'a pas ce statut-là à bien l'âge qu'il sûr. a.
Bien sûr. Tu vois, on peut le garder dans la formation, c'est un talent prometteur, mais c'est pas un titulaire indiscutable. Les noms qu'on soumet, tu as parlé de Thuram et tout ça, on en a plein de noms, mais tous peuvent être des titulaires indiscutables à cette position-là d'avancante ou de buteur. Et Dieu sait que le Bayern de Munich adore ce genre de buteur-là. Même avant un Lewandowski, là, par exemple. On en a eu. Gerd Müller est un peu celui qui a pavé la voie, ça, au Ah ben c'est Bayern. sûr. C'est sûr, ou les Younes, d'autres qu'on a plus à l'esprit, Giovanni Elbert et des plus anciens, bien sûr. Voilà. Et puis, il y a un dernier peut-être chantier, et Tourelle doit maintenant, avec son savoir-faire, être capable de maîtriser ça, c'est comment Thomas Müller va-t-il finir sa carrière? Est-ce qu'il va s'arrêter avec l'Euro 2024 en Allemagne? Est-ce qu'il veut continuer à tout prix avec le Bayern et à quelles conditions de temps de jeu? Il y a une concurrence au milieu de terrain axial avec Jamal Musiala désormais. Il y a une concurrence sur les côtés avec un Kingsley Coman qui quand même, lui, pour le coup, a été énorme contre Manchester City, vraiment très bon. Il n'a pas été capable d'être finisseur, mais il a fait tout le reste. Et puis, ça fait quelques chantiers quand même qu'on a là mentionnés. Ouais, moi, je reste dans le présent. Je veux voir la fin de saison, ce que ça va donner, à quoi ça va ressembler. Est-ce que le Bayern va être capable d'assumer quand même son statut de 10 titres de champion d'affilée? Et puis, vers quoi on s'engage pour juillet, août, septembre et la suite? Ouais, beaucoup de questions intéressantes, à commencer par la première. Est-ce que Dortmund peut venir gratter le titre de champion? Après tout, ça ferait quand Ouais. même un bol d'air Plein frais pour tout le monde. d'opportunités est encore là malgré la défaite au Classica parce que justement le Bien Bayern sûr. montre des incertitudes. Et là, moi je me dis la séquence qui est entamée depuis 2021 de matchs sans défaite à la maison, à un moment donné, il y a une équipe qui va gagner là, à l'Allianz Arena. Là. À un moment donné, il n'y a rien qui était fini dans la vie. Je le dis comme ça. Hein, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va battre le Bayern à la maison. Tout à Et fait. je parle en Allemagne. Sous question rapide pour conclure le dossier Bayern, juste quelques secondes pour la réponse. Est-ce que le recrutement de Sadio Mané a été une erreur ou pas? Là, il a été suspendu parce qu'il y a eu une bagarre avec le roi Sané dans le vestiaire. C'est même une des suspensions. Il y a une amende parmi les plus salées de l'histoire du club. Alors, c'est vrai qu'il est blessé. Il a été blessé longtemps, puis on voit que retrouver ses marques est peut-être un peu difficile. Mais moi, il me semble qu'on ne l'a pas mis dans la bonne chaise en arrivant lorsque justement le Bayern l'a recruté. C'est pas un avant-centre, Sadio Mané. Ça reste quand même, c'est un joueur qui est travaillant, même s'il a 30 ans. Est-ce que ça reste un bon ou un mauvais recrutement? Ou bien si Thomas Tuchel envisage éventuellement, lorsqu'il va retrouver son niveau intégral, est-ce qu'on envisage justement de le mettre définitivement à gauche, qui est un peu plus son poste de prédilection, et qu'on trouve un vrai avant-centre et puis quelqu'un à droite là, pour accompagner la formation du Bayern pour justement justifier l'investissement? Ben, rapidement, là, David, à propos de Sadio Mané, là, parce que je sais qu'on souligne dans les médias que ça a peut-être été une erreur de recrutement, mais est-ce que ça en est vraiment une, selon toi? Pour l'instant, oui. 350 000 euros, c'est l'amende la plus chère de l'histoire du Bayern. C'est la communication officielle pour le coup de poing à Leroy Sané après le match aller contre Manchester City. Version officielle, on aura peut-être du mal à court terme à savoir si c'est absolument comme ça que ça s'est passé. Mais bon, en tout cas, c'est la communication, c'est des faits établis, du moins acceptés comme tels. Le roi Sané veut rester. Pardon. Le roi Sané, oui aussi d'ailleurs. Sadio Mané veut rester au Bayern, veut continuer. Les dirigeants veulent continuer aussi avec lui. Mais au moment où nous parlons, ça n'a pas fonctionné pour l'instant. Moi, je suis certain que Je l'ai dit tantôt, ça tarde à passer au niveau suivant. Là. la longue blessure le pénalise. Il n'a plus la capacité qu'il pouvait avoir à déborder, à faire la différence sur les 5 premiers mètres et ses agacements avec ses coéquipiers aussi pour savoir s'il fallait jouer en profondeur, s'il fallait jouer court, sont sans doute dus au fait que lui doit peut-être redescendre d'un cran par rapport à ce qu'il a vécu à Liverpool. Et puis on peut se poser la question en creux, pourquoi Liverpool l'a laissé partir? C'est Pour Manchester l'instant, City, en fait, qui l'a laissé partir. oui, 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 oui. Alors pour l'instant, c'est un échec sportif. Il veut continuer, le Bayern veut qu'il continue. J'espère qu'on va se donner un peu de patience. Mais, pour terminer sur ce sujet, on nous a expliqué au Bayern que s'il y avait une offre alléchante qui était faite pour Sadio Mané, on le laisserait partir. Donc, à voir dans les prochaines semaines, à partir du moment où le marché des transferts va s'activer.
Et je vais revenir un moment sur Marcus Thuram, puisqu'on en a parlé tantôt. Si c'est pas au Bayern ou en Allemagne qu'il va poursuivre sa carrière, où tu le vois aller maintenant qu'il est libre comme l'air? Bah, il a montré sur des petites séries de matchs, sur des bouts de matchs, sur des actions d'éclat qu'il pouvait avoir le niveau pour des clubs de ce standing. Ça, c'est clair. Ce serait intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser de vous glisser un autre nom aussi, puisque le match arrive dans quelques jours, le Bayern contre Mayence, et il y a à Mayence un club qui est en train de bien fonctionner, et il y a un joueur qui vient du RC Strasbourg, qui est un grand dadais, qui réussit très bien avec Mayence comme finisseur, c'est Ludovic Ajorc. Et Ajorc, ça paraît pas du niveau Bayern, et Et quand pourtant, on regarde la saison de Strasbourg, puis oui, je salue mon ami Alexandre Burst, l'animateur du podcast Sur la ligne, qui est partisan du RC Strasbourg, à quel point Strasbourg aurait eu besoin d'avoir Ajorc en ce bien moment dans la sûr. formation, alors que le club est en danger de relégation en Ligue 1. Non, mais alors, c'était comme ça un nom aussi en passant, parce que ça serait pas ridicule de regarder chez les concurrents de Bundesliga. Le Bayern l'a déjà fait régulièrement. Mais Marcus Thuram, j'ai pas réfléchi à d'autres championnats. Je pense qu'il serait accueilli au Bayern avec une certaine excitation par les fans. Mais, quand même, la constante de cette saison, c'est précisément l'inconstance. Et Marcus Thuram n'a pas encore fait la démonstration de la maturité d'un joueur qui serait constant, comme d'autres l'ont fait avant lui. Des Robben, des Ribéry, des attaquants comme Lewandowski ont réussi à franchir le palier à un moment donné de leur carrière, plus tard que Marcus Thuram d'ailleurs, qu'on pouvait être constant. Lui, il n'a pas encore démontré cela. Mais ouais, c'est le moment qu'il aille dans un club de ce standing. Peut-être ça pourrait marcher pour lui, qui a quand même de belles qualités athlétiques en Angleterre. Moi, je serais ravi qu'il continue au moins un an en Bundesliga et pourquoi pas venir voir au Bayern. Ouais, pourquoi pas. Ça sera à suivre. Et ça sera à suivre aussi de savoir qui au Borussia Mönchengladbach va prendre sa place comme joueur offensif ou comme attaquant au sein de la formation, mais ce sera un dossier à suivre. Et comme tu as souligné Mayence, j'en profite pour souligner que la prochaine émission, ça sera la fin de saison de Bundesliga, ce sera le bilan. Et je sens qu'on va parler de Mayence parce que c'est une des équipes surprises de la saison. En même temps, Mayence, il y a quand même des entraîneurs. Tu as parlé de Klopp et on a parlé de Thomas Tuchel. Ils sont tous passés par Mayence avant de connaître la carrière qu'ils Exact. connaissent en ce moment. C'est visiblement une institution qui forme bien ses entraîneurs. Et encore cette année, Mayence vient de causer et parmi les équipes surprises de la saison. Et on aura l'occasion de revenir dans l'épisode du mois prochain. Maintenant, on va parler un peu du Bayer Leverkusen, seule et unique équipe encore en vie dans les compétitions européennes. Et évidemment, on revient à ce qu'on a déjà dit dans tous nos épisodes précédents. On savait que le Bayer Leverkusen, après son début de saison, avec le retour d'un certain Florian Wirtz, il allait avoir forcément des signes d'amélioration. On a laissé le temps au nouvel entraîneur et ancien joueur de surcroît, Xabi Alonso, de prendre l'équipe à sa main et visiblement, là, il commence vraiment là, à instaurer son style qui semble être de plus en plus compris par ses joueurs. Et là, non seulement le Bayer Leverkusen remonte au classement de la Bundesliga vers un statut qui, mettons, lui est un peu plus conforme à son standing, comme vous dites chez vous, mais c'est surtout que cette équipe-là, face à une équipe surprenante de l'Union Saint-Gilloise, équipe belge, a trouvé le moyen au match retour en Belgique d'y aller d'une victoire de 4-1 alors que le score était égal après le match aller et donc de se qualifier pour les demi-finales de Ligue Europa. Seule donc équipe allemande encore en vue dans les compétitions et avec la possibilité peut-être, qui sait, d'aller jusqu'au bout. Mais là, j'ai parlé de Florian Wirtz, mais il y a un autre joueur qui est en train de ressortir du lot au sein de cette formation. Et je sais, parce que David, toi aussi, tu en as parlé de ce joueur encore récemment. Et c'est lui, justement, au match retour, qui s'est signalé. C'est Michel Bakker. On n'en a pas beaucoup parlé de ce joueur-là et j'aimerais qu'on en parle un peu. En quoi, justement, l'explosion de ce joueur-là cette saison est en train de faire un bien fou au Bayer Leverkusen, jusque dans les compétitions européennes, au même titre que le retour de Florian Wirtz dans la formation et qui est un peu si on veut, le joueur là, autour de qui, là, visiblement, tout se transcende. Ah, vous savez quoi? J'ai la sensation avec Xavi Alonso qu'on est dans cette logique qu'on a tendance à oublier comme observateur, comme supporter, que les joueurs de football respectent leurs grands devanciers.
dans le sens, on respecterait un Tourelle parce qu'il a gagné la Ligue des Champions. On respecterait Guardiola parce qu'il a fait des merveilles avec le Barça de Messi. On respecterait Carlo Ancelotti parce que c'est un formidable meneur d'hommes, des grandes vedettes, il le prouve actuellement au Real. Et on respecterait moins des entraîneurs qui n'ont rien prouvé comme joueurs ou qui n'ont pas encore gagné un grand trophée. Nagelsmann se confronte peut-être à ce plafond de verre en ce moment. Mais Xabi Alonso, on n'a pas ce problème. Parce que Xabi Alonso a été un joueur fantastique, un gentleman, dur dans sa façon de jouer parce que son poste l'exigeait aussi, mais je pense qu'il est respecté naturellement par les joueurs, par son parcours. Et ça aide. Ça aide aussi au Bayer Leverkusen. Je regardais encore l'effectif hier soir à l'occasion de ce match hyper convaincant contre un adversaire coriace qui avait fait du mal à d'autres clubs allemands dans la saison. Il fallait s'en sortir à l'extérieur. Ils s'en sont brillamment sortis. Et dans l'effectif de Leverkusen, il y a des joueurs qui aujourd'hui, sans doute parce que c'est Xabi Alonso l'entraîneur, acceptent d'être sur le banc. Je veux dire, quand vous avez des Karim Bellarabi, quand vous avez des artistes sur le banc qui rentrent et qui apportent quelque chose au moment où ils entrent sur le terrain de manière exemplaire, ça veut dire quelque chose sur la vie collective, sur l'envergure de l'entraîneur, son statut, sa capacité à embarquer avec lui, quel que soit leur rôle dans le groupe, tous les joueurs du groupe. Et je crois qu'on en est là. Alors après, il y a des principes aussi très simples que Xabi Alonso arrive à imposer parce que c'est Xabi Alonso, encore une fois. Un pressing très haut, un jeu très mobile, beaucoup d'offensive, de l'énergie sur le terrain, ça paraît simple à dire. Là, il a spectaculairement redressé l'équipe. On se prend à rêver à Leverkusen d'aller chercher une qualification européenne pour la grande Coupe d'Europe. Je n'ai pas tout le classement en tête, mais si on gagne tous les matchs, il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose de dingue. Et effectivement, cette équipe fait partie du top 5 en Allemagne. Elle s'était un peu éteinte avec des soucis notamment défensifs. Elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Et puis, Xabi Alonso a peut-être aussi ce qu'on appellerait en poker ou en billard la chance du débutant. Mais en fait, il y a tout un savoir-faire inconscient sans doute derrière. Je pense que c'est un entraîneur né aussi. C'est un meneur d'hommes, je pense, très, très valable. Et on va le savoir, on aura la confirmation, espérons-le, parce que c'est excitant comme projet dans les prochaines semaines et les prochains mois. Allez, on s'emballe, Mathieu, j'en fais un candidat. Maintenant, on a quand même beaucoup avancé dans la compétition. J'en fais un candidat sérieux pour la victoire dans cette compétition. Ça remettrait un peu de soleil dans les clubs allemands en Ligue Europa parce que dernièrement, ça n'a quand même pas été très, très brillant. Et ça permettrait de voir qu'il n'y a pas que le Bayern pour surnager en Coupe d'Europe pour les clubs allemands. Le Bayer Leverkusen a les armes, me semble-t-il, dans cette fin de saison, avec le dynamisme, le peps que l'équipe a montré à l'extérieur en Belgique alors qu'il y avait eu un partout à l'aller. Tous les espoirs sont, me semble-t-il, permis. En tout cas, ça sera à suivre, mais ça renvoie, ce que tu viens de dire, à cette théorie que parfois, une équipe qui trouve son élan au bon moment, hein, on dit ça souvent du Real Madrid d'ailleurs, si on veut, dans les circonstances, hein, c'est-à-dire qu'on dirait que cette équipe-là trouve son élan quand ça compte vraiment. Peut-être que le Bayer Leverkusen est en train de trouver cet élan à un moment précis comme ça, mais un moment qui compte. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et rien que pour ça, franchement, on peut croire en ses chances. Juste avant, un élément de conclusion pour revenir à la Bundesliga, je veux qu'on parle de la Mannschaft. On avait promis d'en parler lors de la dernière émission parce qu'il y a eu le congé international de la fin mars. Alors, évidemment, comme l'Allemagne est le pays hôte de l'Euro 2024, il n'y a pas de match de qualification pour cette Mannschaft. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'Hansi Flick n'a pas des matchs amicaux ou des éléments de préparation qu'il doit mettre en place afin d'être prêt pour cette compétition. Alors, le premier match a été contre le Pérou. Victoire de 2-0, donc une domination, on va dire, plus ou moins convaincante parce que le Pérou, défensivement, c'est une équipe difficile à négocier. Donc, ça a été difficile. Mais qui d'autre que Niklas Füllkrug, tiens, puisqu'on en a parlé, qui a marqué dans ce match, justement, pour débloquer un peu la situation, pour l'équipe nationale. Ensuite, on a eu un match contre la Belgique où là, cette fois, la Mannschaft s'est inclinée 3-2.
Ça m'a surpris un petit peu, je dois avouer, parce qu'on n'arrête pas de dire que la Belgique est sur une pente descendante, c'est une équipe vieillissante, mais il y a encore des bons éléments. D'ailleurs, Kevin De Bruyne et Lukaku ont marqué dans ce match, et Füllkrug a encore marqué dans la défaite. Globalement, qu'est-ce qu'on retient pour Hansi Flick de la performance là, de la Mannschaft? Est-ce que justement, c'est pas un signe qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'il y ait une forme de synchronisme pour être prêt pour 2024 quand on regarde au regard après la Coupe du Monde, la déception de la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'il y a encore à travailler au sein de cette sélection là, au vu des résultats de ces 2 matchs amicaux? Oui, alors on a un Hansi Flick très optimiste. Allez, optimiste, faut pas Mais il reste exagérer du non. temps là, quand même. Soyons, il lui reste du temps pour travailler sa formation. Là. On va être Oui, oui, indulgent. oui, la fédération est absolument convaincue que cet homme-là peut permettre à cette équipe de faire bien en 2024. Je ne sais pas ce que veut dire faire bien. Si on se réfère à 2006, c'est une demi-finale. Je pense que ça serait un bel objectif déjà. L'Allemagne va vouloir candidater au titre, mais on n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas là parce qu'il y a quelques satisfactions, mais ça reste encore un patchwork un peu improbable avec Füllkrug qui a passé la trentaine, avec une défense qui est quand même encore très brinque-ballante. On va devoir mettre pas mal de chantiers en harmonie, quoi. Hein. Il y a la défense, il y a une attaque aussi où il va falloir retrouver cette espèce de spontanéité. Il faut pas remonter très loin pour retrouver une Allemagne irrésistible sur le jeu de transition avec Gundogan, avec Timo Werner, avec des Sané et des Gnabry qui étaient au top de leur jeune carrière. On aurait besoin de retrouver ça si on veut vraiment que ça carbure. Mais il y a quand même, ça va être pour parler simplement, la responsabilité, Mathieu, de ce sélectionneur, de mettre en musique Kai Havertz, qui joue dans un top club, Florian Wirtz, qui maintenant a Il est de oublié, retour. et de Il est de retour. retour. Mais... Voilà. Alors déjà, ces deux-là, c'est monstrueux. Parce que Florian Wirtz, c'est énorme. Le niveau de ce jeune est monstrueux. Moussiala, qui retrouverait de la confiance. Et là, Flick est sollicité pour la confiance de tous ces joueurs cabossés par le mondial. Ça fait déjà une belle série. Sané Gnabry, on doit encore être patient avec eux. Ils vont retrouver quelque chose, forcément. Il nous faut un avant-centre. Füllkrug peut-être pour 2024. Court, moyen terme, ça peut le faire, pourquoi pas. Ceux qui sont derrière lui sont quand même moins performants. Les Mecha, par exemple, pour en citer un, c'est pas hyper top niveau mondial. Après le milieu de terrain, il faut trouver un équilibre au milieu de Goretzka Kimmich. Est-ce qu'il ne faut pas changer ça? Est-ce qu'il ne faut pas mettre de la concurrence? Est-ce que Gundogan sera apte encore pour un dernier gros tournoi? Je pense que c'est son objectif. Et puis la défense, voilà, la défense, il y a du chantier, parce qu'au Bayern, c'est Pavard, c'est Upamecano, c'est De Ligt, c'est Alphonso Davies, c'est Mazraoui, 5 joueurs qui ne sont pas allemands qu'on vient de citer là. Et puis le gardien. Le gardien, on a l'impression d'être à l'abri. On Il y a quand pourrait même... dire on pourrait dire qu'on a Rudiger avec le Real Madrid, mais le Exact, Real ça c'est Madrid bon. et l'équipe allemande, c'est pas le même style de jeu. Et on Oui, dirait que les faiblesses de Rudiger sont un peu plus exposées en équipe nationale et son style. Et ce qu'il faudrait, et Hansi Flick, on connaît son style, c'est qu'il aime jouer haut. Il faudrait des défenseurs capables de défendre avec une posture haute pour éviter des absolument. ballons dans le dos. Ça, c'est pas évident. Je suis pas certain que ce soit Rudiger le meilleur élément, mais il va en falloir d'autres. Et on a même vu, hein, il a essayé Thilo Kehrer en défense centrale. Visiblement, il y a une expérimentation, là, il y a un chantier, comme il y a un chantier aussi pour les latéraux aussi. Exactement. Exactement. Schlotterbeck va prendre un peu de plomb dans la cervelle et on peut espérer que ça devienne quand même un vrai bon défenseur central avec des capacités de relance au-dessus de la moyenne. Puis le gardien, il va falloir trouver une harmonie aussi. Est-ce que Manuel Neuer va reprendre contact, je veux dire physiquement, sportivement, avec ce top niveau qui est nécessaire? Est-ce que Ter Stegen va avoir un peu les coups des franches? Est-ce que Kevin Trapp, ça je pense que oui, peut faire un numéro 2 ou un numéro 3 crédible? Actuellement, il est quand même au top avec Francfort, c'est l'un des tout meilleurs. C'est quand même incroyable, hein, parce qu'avec le PSG, beaucoup disaient que Kevin Trapp était au fond du trou, c'était pas un Mm. grand gardien. Il revient en Allemagne et puis il retrouve de sa superbe et des couleurs. Je m'attendais vraiment pas à ça, à la réémergence de ce gardien. C'est vrai, une excellente bonne nouvelle.
Voilà, il y a des chantiers et effectivement, Hansi Flick a du temps pour observer, pour échanger avec des gens comme Rudi Völler qui sont impliqués maintenant dans la Fédé, peut-être avec l'ancien sélectionneur aussi, pour essayer d'éviter les petites erreurs de jeunesse d'abord, puis de vieillesse ensuite du parcours de Joachim Löw. Mais voilà, on peut terminer aussi sur cette pirouette. L'équipe nationale fonctionne bien quand le Bayern fonctionne bien. C'est difficile de dissocier les deux. Donc la fin de saison et l'été qui vient vont nous apporter de vrais éléments concrets, utiles, sérieux pour appuyer notre argumentation. Je ne suis pas inquiet pour l'instant, mais jusqu'ici, enfin, au moment où on parle, la Mannschaft n'a pas encore montré qu'elle était une équipe capable de rivaliser avec l'équipe de France, avec les demi-finalistes du mondial récent. Il va falloir un peu de consistance, un peu de constance et redonner aux artistes, et ils sont nombreux, on les a tous cités, le mental qui permet d'aller loin dans un grand tournoi. Flick est sollicité, il faut qu'il performe là de toute façon s'il veut avoir un avenir avec cette équipe. Ouais, puis il faut être patient un peu parce que quand ça fait 3 Bien sûr. compétitions où est-ce que tu trébuches à un point auquel l'Allemagne ne nous a pas habitués, ça veut dire que la reconstruction va prendre un peu plus de temps. Alors il faut être un peu indulgent, comme je disais tantôt, par rapport à cette équipe nationale avant qu'elle retrouve un véritable niveau de compétition. Et c'est pour ça que je dis peut-être que la conquête de l'Euro 2024, malgré qu'on ait l'avantage de la foule, c'est pas certain que l'équipe est encore le niveau pour atteindre ça. Mais elle peut montrer un meilleur visage que lors des 3 dernières compétitions. Et là-dessus, on travaille donc à l'amener vers l'avant. Et il y a une Coupe du Monde qui se profile aussi en 2026 chez nous en Amérique du Nord, où on voudra bien encore mieux paraître et qui sait aller chercher une 5e conquête et rejoindre le Brésil. Alors on ne sait pas. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Puis il faut surveiller. Hein? Parfois, on peut trouver, ça arrive, hein, des fois, il y a un jeune joueur qui émerge qu'on n'a pas vu venir et qui occupe enfin un poste où on a un manque. Alors, on ne sait jamais. Ça sera à suivre. Dernier sujet avant qu'on se quitte, David, et là, on vient en Bundesliga. J'aimerais qu'on parle un peu de cette course au niveau de la relégation. Parce que justement, quand on va faire le bilan, on va y revenir, mais on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer beaucoup. Et ça va nous permettre de parler d'équipes dont on parle moins. Alors, à moi, à mes yeux, il y a une course à 6 équipes pour éviter pour ce que j'appellerais la relégation. Et comme on le sait en Allemagne, il y a 2 relégués automatiques et il y en a un qui est barragiste. L'équipe qui trône au tout dernier rang, j'ai un meurtrier de pas rire quand je vais le mentionner, c'est l'Hertha Berlin. Il semble que l'Hertha Berlin soit finalement dû, malgré ses dépenses somptuaires, pour être finalement relégué en 2e division. Ça fait quelques saisons que l'équipe semble courir après, et un peu comme Hambourg à une certaine époque, ben là, finalement, le coup près pourrait bien tomber. L'Hertha Berlin qui est en dernière position. Juste devant, on a Schalke 04 qui a quitté la dernière place, mais qui enchaîne des performances défensives un peu plus convaincantes. On ne marque peut-être pas de but. On a la pire attaque de la Bundesliga en ce moment, mais on est arrivé à décocher à récolter quelques matchs nuls et à limiter les dégâts défensivement. Alors, on semble avoir retrouvé un peu de confiance. À égalité, au poste de barragiste, on a Stuttgart, que tu disais tantôt, était financé par Mercedes, mais cette équipe-là aussi a montré pendant toute la saison, et au cours de la dernière saison, a commencé à montrer des signes de difficulté. Ça va être un petit peu difficile. Et ensuite, devant, et la raison pourquoi je dis qu'il y a une course à 6, c'est parce que je me fais à l'écart de points par rapport au match qui reste. Là, on a Bochum avec 27 points, 3 points de plus que Stuttgart, mais c'est juste ce n'est que 3 points et avec encore 6 matchs à disputer, il n'y a rien d'impossible encore. D'autant plus que Bochum a un différentiel de but largement plus négatif que Stuttgart, par exemple. Ensuite, on a Augsbourg. Mais je pense qu'Augsbourg a les moyens, ils l'ont prouvé à chaque année, ils ont peut-être les moyens de se maintenir. Et eux, ils ont quand même, là, par rapport aux barragistes, ils ont 5 points d'avance, ils ont encore un tout petit coussin. Et à égalité avec Augsbourg, ben, on a Offenheim. Mais le match nul contre le Bayern de Munich va peut-être leur donner un peu plus de confiance. Offenheim est 13e, mais voilà. Donc, entre le dernier et le club qui est 13e, on a 7 points d'écart, comme tu peux le voir. Mais donc, 5 points par rapport aux barragistes. C'est pour ça que je dis qu'il y a une course à 6. Comment, de ton côté, brièvement, David, tu entrevois ce duel au finish entre ces 6 équipes et qui, imagines-tu, sera relégué à la fin de la saison? Moi, je mettrais une petite piécette sur l'Hertha Berlin, personnellement. Je pense que ça va être très difficile pour cette équipe de se sortir du fond du trou qu'elle se creuse depuis quelques saisons.
Mais ce n'est que mon avis. Est-ce que Schalke 04 pourrait avoir un dernier aliment pour se sauver à la dernière minute ou si ça va être Stuttgart? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas dans la zone de relégation qui vont trébucher en fin de saison? Quel est exactement ton regard brièvement sur la situation? Et on aura l'occasion après ça, dans un mois, de pouvoir analyser le classement final. Alors, tu as donné plein d'éléments de bon sens qui sont valables, hein. Notamment le nul de Hoffenheim contre le Bayern avec un nouvel entraîneur, Pellegrino Matarazzo, qui a jamais réussi aussi bien avec un club en Bundesliga, au moins pour ses débuts. Donc, pour Hoffenheim, il y a une espèce de vent positif. C'est pas que j'ai envie, c'est que le diagnostic actuel de la Bundesliga, c'est que ça commence à aller mal à partir de la 10e place. Le Borussia Mönchengladbach n'est pas du tout dans ses espoirs de début de saison, 10e. Il est loin des places de relégation, mais ça commence déjà à pas aller très bien à partir de cette place-là. Le FC Cologne souffre aussi parce que le jeu très exigeant physiquement, mentalement, sur l'énergie demandée par Steffen Baumgart pèse aussi pour les joueurs de Cologne et ils sont dans le dur. Et ils ont 32 points à la 11e place. Le Werder a la chance d'avoir Oui, et puis Marvin Duksch à côté de lui. Ce jeu à deux attaquants là est quand même, ça perfore quand même bien. Mais le Werder n'est jamais que 12e, égalité de points avec Cologne. Offenheim se redresse, ça c'est un fait. Et ils sont quand même sur une belle dynamique là. Ce nul contre le Bayern n'était pas illégitime. Augsbourg a un atout majeur, c'est son excellent jeune entraîneur Enrico Maassen, qui a été très très brillant avec les équipes de jeunes, notamment à Dortmund, et qui a un potentiel d'entraîneur important. Et pour un effectif assez modeste, c'est quand même bien d'avoir un entraîneur qui tire le maximum. Mais je trouve qu'à chaque année, à Augsbourg, à chaque fois qu'on les croit en danger, ils trouvent toujours une façon de vraiment bien se tirer d'impasse. Mieux qu'un Hertha Berlin ou d'autres équipes qui flirtent avec la zone de relégation, là, par exemple. Je trouve que Augsbourg trouve, malgré ses moyens modestes, trouve une façon d'aller chercher les bons résultats au bon moment et même à être, si on veut, en sécurité avant le dernier match de la saison. Donc, ils se donnent le coussin nécessaire juste au bon moment. Ils n'attendent pas la dernière minute trop non plus là, avant de dire là, il faut qu'on sorte il faut qu'on sorte de la zone de danger, quoi. Très bon état d'esprit, capacité à résister au stress et à le repousser. Ils ont 5 points d'avance sur la zone de barrage. Et derrière, c'est compliqué. Borum n'a pas énormément d'arguments. C'est pas une très bonne fin de saison en ce moment pour Borum, donc il y a danger. Ils ont un peu d'avance. Mauvaise différence de but, tu l'as dit, mais un peu d'avance sur Stuttgart, sauf que Stuttgart, nouvel entraîneur Sébastien Hoeneß, et on a l'impression que ça veut fonctionner là. À court terme, ça veut fonctionner. Lui, en tout cas, s'il veut faire ses preuves après l'échec à Offenheim, et on sait que c'est pas un vilain entraîneur, là, il a une opportunité en or. Je n'ai pas nommé son nom, je savais que tu allais l'évoquer, mais là, s'il sort Stuttgart de la relégation, ou s'il gagne en barrage, par exemple, admettons qu'il n'arrive pas à sortir de là, il va probablement pouvoir construire quelque chose pour l'année prochaine. Schalke a retrouvé le contact avec toutes ses équipes et c'est déjà une énorme victoire parce qu'on les croyait enterrés. Mais ça n'est pas fini parce que Schalke a des rechutes, n'est-ce pas? Il n'y a pas une équipe quand même très fringante, il n'y a pas des structures qui ont l'air très solides sur le terrain. Quelques joueurs intéressants, notamment le milieu de terrain tchèque Kral, qui peuvent permettre de dire que cette équipe a des arguments quand même pour se sauver. En attaque aussi, c'est intéressant par-ci, par-là, mais bon, on en attend plus. Et il y a danger parce qu'il y avait tellement de points à rattraper que Schalke n'est pas sauvé du tout. C'est pas l'équipe la plus armée. Et puis le Hertha Berlin, je suis d'accord avec toi, ça ne va pas. Ce serait évidemment une sensation si à la fois le Hertha descendait avec ses moyens, même s'ils ont été dilapidés très largement et on n'a pas très bien compris ce qu'on voulait faire à Berlin, et qu'en même temps, l'Union, qui a quand même eu un petit fléchissement sur les dernières semaines, parvenait à obtenir une place européenne. Ce serait quand même un changement géopolitique majeur, même si on n'est plus à l'ère de Goodbye Lenin. Mais l'Union Berlin qui brille avec un Hertha Berlin qui dégringole, pour les supporters en Bundesliga, c'est quand même une vraie excitation. Soit un désespoir pour les fans du Hertha, soit une vraie excitation pour ceux qui sont contre cette équipe. Mais ça donne du piquant aussi à cette fin de saison. Personne n'est à enterrer aujourd'hui. Ça, c'est quand même bien, Mathieu, parce que ça veut dire qu'il va y avoir une vraie lutte.
toi, tu as envisagé 5-6 équipes. J'irais presque jusqu'à Mönchengladbach 10e, même s'il y a un vrai matelas d'avance, 4 points sur le 11e, pour dire que toutes ces équipes n'ont pas encore définitivement assuré leur destin pour la fin de saison. Ça promet vraiment d'ici à ce qu'on se retrouve, des matchs âpres et avec des surprises forcément. Ben ça se termine dans un mois, ça s'en vient très vite. Mais en tout cas, je suis content que tu aies évoqué pour conclure ce que j'appellerais les raisons géopolitiques, parce qu'effectivement, ça ferait tout un choc. Parce que l'équipe la plus riche des deux, entre guillemets, tomberait en deuxième division, et on sait que l'Hertha Berlin est parmi les équipes qui dépensent le plus d'argent dans le recrutement, et en particulier par rapport à l'Union Berlin. Peut-être que quelqu'un va sortir en disant voici les bienfaits de la pas de la relégation, mais les bienfaits de la réunification de l'Allemagne d'il y a de cela plusieurs années. Parce que c'est là qu'on voit que l'Union Berlin, qu'on n'avait jamais vu en première division, mais depuis qu'ils y sont accédés, ils prennent rien pour acquis. Ça me rappelle pratiquement un peu le parcours de Giroud avec Auxerre. Parce que Giroud a dit souvent, il dit moi, je me battais pour ne pas redescendre à chaque année. Puis finalement, on faisait toujours mieux que ce dont on attendait de nous. Urs Fischer est en train de faire la même chose à chaque année avec l'Union Berlin. On a l'impression qu'il arrive à convaincre ses joueurs qu'il n'y a rien de pris pour acquis. Et puis là, cette année, on est dans le quatuor de tête. Ça ne veut pas dire qu'ils vont terminer là, mais ils vont terminer en bonne posture d'une façon ou d'une autre. Puis on aura l'occasion d'y revenir là, au bilan lorsqu'on verra le classement final. Encore une fois, David, merci beaucoup pour ces commentaires. On a pris beaucoup de recul, surtout par rapport aux événements qui sont survenus, notamment au sein du Bayern Munich. Et on s'est fait taquiner un peu parce que c'est arrivé une semaine après l'émission précédente. On avait déclaré tout autre chose. Mais bon, on n'est pas à l'abri de ce qu'on appellerait un tremblement de terre sportif lorsque, justement, il y a des soubresauts et puis des événements comme ça auxquels personne ne s'attend se produisent. Alors, chapeau, on a réussi à retomber un petit peu sur nos pattes. Et j'espère que ceux qui nous ont taquinés vont apprécier, notamment, autant que les autres personnes habituelles qui nous suivent vont apprécier autant cette émission et qu'on salue d'ailleurs présentement. Merci encore une fois, David, pour tes observations et ton analyse. Suivez bien, suspense à tous les étages, regardez bien le classement et suivez surtout les Leverkusen, on en a parlé en long et en large, Mathieu. C'est l'équipe du moment. Ils ont du retard, évidemment, sur les 4 premières places, mais qui sait, ce sera une des sensations. Ils ont déjà une place européenne au classement, alors qu'après le début de saison, c'est toute une remontée. 6e, et ils peuvent finir plus haut. Alors, et on va en reparler de ça lors du bilan le mois prochain. On vous encourage d'ailleurs à nous suivre sur les médias sociaux, mais aussi via les chaînes de podcasts qui nous diffusent, comme Podcast Addict, Spotify, Spreaker, bien sûr, via le compte du Cannes Football Club Plus, Google Art Radio, Deezer, plein d'autres plateformes pour nous suivre, iTunes et j'en passe. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube pour ce qui est de la vidéo diffusion, en tapant bien sûr Casa Foot. C'est là que vous allez nous retrouver. On se retrouve évidemment donc dans un mois pour faire le bilan de cette saison 2022-2023 en Bundesliga. Et d'ici là, portez-vous bien. Et en mon nom personnel et celui de David Lartolari, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Allez, salut!